Alors, donc aujourd'hui, on va faire un cours concernant, c'est les concepts de base concernant les systèmes distribués asynchrones. Et principalement, on va s'intéresser donc à la problématique comment faire communiquer les systèmes distribués, par exemple les microservices, mais on va les faire communiquer d'une manière asynchrone. Alors dans ce cas-là, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle des brokers. Et parmi ces modèles de messagerie asynchrone, il y a GMS, Java Message Service, donc qui est une spécification qui fait partie de l'architecture J2E depuis longtemps, depuis même la version 1.3 de J2E. Et après, il y a d'autres modèles, d'autres protocoles qui étaient créés comme AMQP, notamment avec le broker RabbitMQ. Kafka, qui est une solution qui est très performante et qui est pratiquement utilisée partout aujourd'hui donc dans l'écosystème des systèmes distribués d'une manière générale, et particulièrement quand vous êtes dans une problématique de big data, c'est-à-dire quand la quantité de messages échangés devient très importante. Alors, donc, je vous ai déjà présenté ce slide. Donc, dans l'approche microservice, nous avons dit que l'idée, c'est quoi? C'est de décomposer un grand problème en un ensemble de petites applications. Et chaque petite application, c'est ce qu'on appelle un microservice. Chaque microservice est responsable d'une fonctionnalité. Et après, par la suite, les microservices, parfois, ils ont besoin de communiquer. Alors, pour faire communiquer les microservices ou bien les systèmes distribués d'une manière générale, vous pouvez utiliser REST ou bien le protocole SOAP que nous avons déjà vu. Mais quand vous utilisez REST et SOAP, c'est plutôt de la communication synchrone. Communication synchrone, ça veut dire que vous êtes dans un contexte qui est bloquant. Donc, quand vous envoyez une requête, vous attendez la réponse. Et parfois, si la réponse tarde à venir, ça bloque en quelque sorte les traitements. Mais l'idéal dans la communication entre les applications, c'est d'utiliser une communication asynchrone. C'est-à-dire quoi? C'est que vous avez une application qui est en train de faire du traitement, de faire des calculs et des traitements, mais à un moment donné, il a besoin de communiquer avec le monde extérieur. Alors, le meilleur moyen, c'est d'envoyer un message vers un broker. C'est rapide. Et parmi les brokers qui sont utilisés, donc c'est connu, donc il y a ActiveMQ, RabbitMQ et également Kafka Broker, donc vous pouvez les utiliser. Donc on envoie un message et après c'est le broker qui va se charger de délivrer le message au consommateur, c'est-à-dire au destinataire, c'est-à-dire au microservice qui écoute, qui attend ce message. Donc ça veut dire que le microservice, lui, il ne va pas trop tarder, il fait son travail, il envoie des messages, il continue à travailler, donc il n'est pas bloquant. Et dès qu'il y a des messages qui arrivent, il va les traiter. Donc ça permet de créer des systèmes d'une manière générale très performants en termes bien sûr de traitement. Alors maintenant, on va essayer donc de s'intéresser à ce modèle. Comment? Alors pour cela, on va revenir d'abord sur la base. C'est quoi l'idée de base? C'est que vous avez des applications distribuées. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle des producteurs de messages, des producers. Et après, publisher si vous voulez. Et de l'autre côté, vous avez des consumers, c'est-à-dire les consommateurs qui vont consommer des messages. Alors c'est pour cela, donc d'ailleurs, on appelle ce modèle PubSub. Alors Pub, c'est Publish, Subscribe. Alors, c'est exactement, parce que justement, il fait partie des modèles qui sont à ce niveau-là. Alors, c'est exactement ce qui va se passer, c'est que vous avez une application pour communiquer avec une autre application, et là, on voit tout simplement un message. Alors, ce message, il est destiné vers un broker. En fait, un broker, donc, c'est un serveur, ou plutôt, c'est un cluster de serveurs qui sont très costauds, qui sont très puissants, qui garantissent qu'ils vont délivrer le message. Alors c'est exactement comme dans notre cas, c'est la poste. Alors quand vous voulez envoyer un courrier, vous l'envoyez à la poste et après c'est la poste qui va se charger de délivrer votre courrier au destinataire. C'est exactement la même chose. Alors le message, il est envoyé vers le broker. Comme je disais, on peut utiliser différents types de brokers comme RabbitMQ, ActiveMQ, Kafka, etc. Et quand on utilise le modèle GMS, en fait, le message, il est destiné vers ce qu'on appelle une destination. Et une destination, c'est quoi? C'est une file d'attente. Il y a deux types de files d'attente qui sont fournis par GMS, l'API GMS. Il y a Topic et Queue. Alors tout à l'heure, je vais vous parler de la différence entre le modèle Queue et Topic. Donc je reviendrai sur cette problématique. Donc l'essentiel, c'est que le message, il arrive vers une file d'attente.
Alors, s'il n'y a aucun consommateur qui est connecté à cette file d'attente, ben, le message il va rester dans la file d'attente. Et dès qu'il y a un consommateur qui va souscrire un abonnement vers la file d'attente, automatiquement, il va recevoir les messages. Donc, si le consommateur est déjà connecté, à chaque fois que vous envoyez un message, ben, directement, il va être délivré au consommateur. Une fois que le consommateur consomme le message, il envoie un accusé de réception au broker, comme quoi il a consommé le message, et après le broker va supprimer le message de la file d'attente. Je parle bien quand on travaille avec GMS, mais après, quand on ne va pas travailler avec, par exemple, Kafka, lui, il fait les choses différemment, mais on est toujours dans le même contexte. Voilà, alors ça, c'est l'idée de base. Donc, c'est quoi? C'est, vous avez des applications qui sont distribuées, qui ont besoin de communiquer, mais à travers un intermédiaire. Et cet intermédiaire, donc, c'est un broker qu'on appelle le provider, et qui va se charger de garantir que le message va être délivré au consommateur, bien sûr, et en même temps, donc, il est tolérant aux pannes, donc il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Alors après, quels sont les différents protocoles qui peuvent être utilisés pour faire ça? Différents protocoles, le modèle TCP qui est fourni par GMS. Et après, il y a des protocoles comme IMQP, Stamp, MQTT, Kafka. Donc chaque en fait, modèle définit donc un protocole. Donc je vais revenir tout à l'heure sur c'est-à-dire ces différences. Alors maintenant, je vais m'arrêter d'abord sur la base. La base de la communication asynchrone, c'est GMS. Parce que GMS, c'est quelque chose de très ancien, depuis très longtemps. À l'époque, il n'y avait que GMS pour faire ce genre de choses. Et GMS, c'est une spécification qui fait partie de l'architecture J2E. Il avait été introduit depuis la version 1.3 de J2E. Il définit une API, c'est une API, qui définit donc une manière avec laquelle on peut envoyer et consommer des messages qui sont soit à destination d'un broker ou bien en provenance d'un broker. Alors pour cela, donc l'API GMS, il est basé comme ça dans sa version, la version 1 de GMS. Donc vous avez Connection Factory, d'abord qu'il faut créer. À partir de Connection Factory, on va d'abord créer une connexion. Une fois qu'on crée la connexion, à partir de la connexion, on va créer une session. Et à partir de la session, je peux créer soit un message producer avec lequel je peux envoyer des messages vers une destination. Et cette destination, ça représente une file d'attente au niveau du broker. Également, avec Session, on peut créer un message consumer avec lequel on peut consommer des messages à partir d'une file d'attente, d'une destination. Et également, avec Session, on peut créer des messages et les configurer. Donc, globalement, ça, c'est l'API GMS. Alors maintenant, dans J2E, chaque serveur d'application devrait offrir une implémentation de cette API. Par exemple, si vous travaillez avec ActiveMQ, lui, ActiveMQ, tout ça, c'est des interfaces. Ce que vous voyez là, c'est des interfaces. Ça veut dire que ActiveMQ, il va définir une classe qui implémente l'interface Connection Factory. Une implémentation de connection, une implémentation de session. Donc, c'est-à-dire chaque serveur d'application, chaque broker, il doit définir des implémentations de cette API GMS. Et après, en même temps, chaque serveur d'application devrait fournir un broker qui supporte donc c'est-à-dire cette spécification. Alors, par exemple, si vous utilisez le serveur d'application JBoss, alors par défaut, il utilise HornetMQ, qui est un broker qui fait partie de JBoss. En fait, JBoss, c'est l'ancien nom, mais aujourd'hui, depuis quelques années, il s'appelle Wildfly, donc c'est le nom utilisé donc, par le serveur d'application anciennement appelé JBoss. Donc, si vous travaillez avec, par exemple, Glassfish, lui-même, il a son propre broker GMS. Si vous utilisez WebSphere, il a son propre broker GMS, c'est-à-dire chaque serveur d'application se doit de fournir un broker GMS qui implémente la spécification GMS. Alors maintenant, on va essayer donc de voir le fonctionnement. Alors si vous voulez savoir comment ça marche, vous avez un broker que vous allez démarrer dans un serveur. Vous avez un producer, une application qui va produire des messages. Et vous avez un consommateur qui va se charger de consommer ces messages. Alors, qu'est-ce qu'il fait le producer? Pour pouvoir utiliser donc, GMS, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va créer d'abord un objet Connection Factory. Et à partir de Connection Factory, on va appeler une méthode qui s'appelle Create Connection, ce qui permet de créer une connexion. Et à partir de l'objet Connection, on va d'abord, Connection, ça veut dire on va établir une connexion vers le broker. Alors maintenant, la connexion qu'on va utiliser ici,
Dans GMS, le standard, c'est des connexions TCP. Donc, c'est-à-dire, GMS, il est basé sur des connexions TCP, mais depuis que les dernières versions des brokers GMS, notamment ActiveMQ, ils vous donnent la possibilité d'utiliser les autres protocoles. Au lieu d'utiliser TCP, on peut utiliser le protocole IMQP, STAMP et MQTT. Ça veut dire, je peux utiliser par exemple ActiveMQ pour faire communiquer des applications via différents types de protocoles. Alors tout à l'heure, donc, je vais revenir sur cet aspect-là. Donc vous avez une connexion permanente via des sockets vers le broker. Et après, par la suite, à partir de l'objet connection, on va faire appel à la méthode create connection, ce qui va permettre de créer create session, ce qui va permettre de créer une session. Alors en fait, une session, une fois qu'elle est créée, et bien, tout simplement, on a d'abord besoin d'une destination. On a besoin de spécifier une file d'attente. Alors, pour utiliser une file d'attente, vous utilisez session.createQueue ou bien createTopic. Alors, comme je disais tout à l'heure dans l'API GMS, on définit deux types de files d'attente, queue et topic. Alors, toujours, tout à l'heure, je vais vous parler de la différence. Alors, quand vous dites par exemple createQueue, qu'est-ce qu'il fait? Il va contacter le broker GMS pour lui dire tiens, j'ai besoin d'une file d'attente qui s'appelle MyQueue, de type queue. Alors qu'est-ce qu'il fait le broker GMS? Si la file d'attente n'est pas créée, il va la créer. C'est comme s'il va vous créer une boîte à lettres une file d'attente dans laquelle vous pouvez envoyer vos messages. Et après, c'est le broker qui va se charger de délivrer ces messages-là parce que chaque message il est destiné bien sûr à un consommateur, un ensemble de consommateurs en fonction des cas. Il y a une limite de nombre de messages qu'on peut faire. Alors, effectivement, donc ici, il n'y a pas de limite, c'est que le broker, il doit vous garantir que, quel que soit le nombre de messages que vous envoyez, il devrait être capable de les gérer et de les délivrer. Donc, ça, c'est l'une des caractéristiques. Alors, donc, vous avez donc une file d'attente qui va être créée, et après, par la suite, bien sûr, la méthode createQueue va permettre de créer une destination. Donc un objet destination, une destination, ça représente une file d'attente. Après quoi, maintenant, je vais produire des messages. Donc je vais appeler la méthode createProducer et je lui donne la destination, ce qui permet de créer un objet producer. Alors une fois que j'ai l'objet producer, vous voyez donc l'objet producer, il est lié à la destination. Donc il suffit d'utiliser producer.send pour envoyer un message. Mais dans GMS, pour pouvoir utiliser un message, il faut le créer. Et pour le créer, on va toujours passer par la session. Donc session.createTextMessage. Alors, je vous parle ici donc de l'API GMS, la version 1.1.0. Dans la version 2, il a été simplifié relativement, mais la base c'est toujours pareil si vous voulez. Donc ici, createMessage, donc ce qui va permettre de créer un message. Alors, quand vous dites create text message, donc ça permet de créer un message qui contient du texte. Et quand j'ai dit qu'il contient du texte, ça peut être des données au format JSON, ça peut être XML. L'essentiel, il y a des données que vous allez envoyer. Et après, une fois que vous créez le message, vous pouvez l'envoyer avec producer.send message. Alors, quand vous dites send, qu'est-ce qui se passe? Donc, on envoie le message vers le broker. Le broker, il va le placer dans la file d'attente. Alors maintenant, s'il n'y a aucun consommateur qui a fait une souscription dans cette file d'attente, il va rester stocké. Vous pouvez envoyer autant de messages que vous voulez. Et après, maintenant, on va essayer de voir côté consommateur comment il va consommer les messages. Donc, le consumer, il va d'abord créer une connection factory, la même chose, créer une connexion, donc ce qui va lui permettre d'établir une connexion permanente vers le broker. Create session, ce qui permet de créer une session. Et à partir de la session, j'ai besoin d'une destination. La destination, donc j'ai besoin d'utiliser un queue qui s'appelle MyQueue. Et du coup, donc, on va utiliser la même file d'attente qui a été déjà préparée pour cette communication. Après, cette fois-ci, on va créer un objet consumer, notamment avec la méthode createConsumer. Donc, on va lui donner la destination, ce qui permet de créer un objet consumer. Alors maintenant, quand vous avez un objet consumer, vous pouvez maintenant commencer à consommer les messages. Alors pour consommer les messages dans GMS, vous avez deux manières de faire, soit d'une manière synchrone ou bien asynchrone. Alors synchrone consiste à appeler la méthode receive de consumer.receive. Automatiquement, c'est une manière de dire
va vers la boîte à lettres pour voir est-ce qu'il y a des messages. Donc ça veut dire dans ce cas-là, c'est le consommateur qui va décider quand est-ce qu'il va aller vers la boîte à lettres pour savoir est-ce qu'il y a des messages à lire. Donc ça c'est plutôt une consommation de type synchrone. Et également on peut le faire d'une manière asynchrone. Alors pour le faire d'une manière asynchrone, on a besoin de créer un listener GMS. Alors pour cela on va appeler la méthode setMessageListener et après on va créer un objet d'une interface qui s'appelle MessageListener, ce qui va permettre de créer un listener. Et un listener, généralement, c'est un observeur. Vous savez que tout ce principe de la notion de listener fait appel à un design pattern qui s'appelle observer. Donc, forcément, c'est un pattern qui est très utilisé dans ce genre de situation. Alors, ici, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le consumer, dans ce cas-là, il va faire un subscribe. Il fait un subscribe vers la file d'attente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va indiquer au broker, tiens, s'il y a un message qui arrive dans cette boîte à lettres, n'attends pas que je vienne chercher cette boîte à lettres, tu me l'envoies. Donc automatiquement, cette fois-ci, c'est le broker qui va pousser les messages vers le consumer. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un message qui arrive, et bien tout simplement le broker, il va délivrer le message au broker, plutôt au consumer, et le consumer, il va directement faire appel à la méthode onMessage du listener. Ça veut dire que dans la méthode onMessage, vous récupérez le message, vous le traitez, mais une fois que la méthode onMessage termine l'exécution, automatiquement, il va envoyer un accusé de réception automatique vers le broker pour lui dire ça y est, j'ai traité le message. Et du moment qu'il reçoit ce message, c'est-à-dire cet accusé de réception, bah, qu'est-ce qu'il fait le broker? Il va supprimer le message de la file d'attente. Ça, dans le GMS, il le fait. On va voir après avec Kafka, donc lui il ne va pas faire ce travail parce qu'il va garder les messages, même on peut les reconsommer une deuxième fois par un autre consommateur, etc. Donc ça met dans le modèle GMS, donc une fois que le message est consommé, il est supprimé. Dans le modèle GMS, le broker n'a pas le droit de voir le contenu du message. Alors c'est normal parce que l'objectif du broker c'est de transmettre des messages. Il faut noter une chose qui est importante, c'est que parfois un broker, ça peut être une entreprise à part. Par exemple, dans le domaine de la finance, par exemple, les entreprises peuvent échanger des messages via des brokers, mais il y a une entreprise spécialisée dans ça. Une entreprise qui ne fait que ce travail-là, il va mettre en place des clusters de brokers avec beaucoup de serveurs qui sont costauds. Et après, les entreprises, ils peuvent échanger les messages, les transactions et tout ce qui concerne les données financières à travers ces brokers. Et dans ce cas-là, bien sûr, les brokers n'ont pas le droit de conserver ces informations parce qu'une fois qu'ils sont consommés, ils doivent être supprimés. Donc ça fait partie de ce protocole. D'accord? Alors ça, c'est comment ça, si vous voulez, le fonctionnement de GMS. Alors maintenant, comment traduire ça en code? Donc si vous voulez traduire ce diagramme de séquence, si vous voulez, ou de communication en code. Donc on va dire, pour créer un producer, la première des choses qu'on va faire, on va d'abord créer un objet Connection Factory. Alors pour créer un objet Connection Factory, donc on va utiliser l'interface Connection Factory égale new ActiveMQ Connection Factory. Alors si vous vous rappelez ce que je vous ai montré tout à l'heure, dans l'API GMS, tout ce qu'on voit ici, c'est des interfaces. Alors du moment qu'on va utiliser ActiveMQ, donc ActiveMQ, il va fournir une implémentation de chaque interface. Donc c'est pour cela ici, donc on va spécifier quel Connection Factory, c'est ActiveMQ Connection Factory. Et après, on va spécifier l'URL qui contient d'abord la machine, l'adresse IP où se trouve le broker, le numéro de port. Alors par défaut, c'est pour le cas de ActiveMQ, c'est 616, mais également le protocole, c'est-à-dire le connecteur. Alors ici donc, dans GMS, pratiquement c'est du TCP qui est utilisé, mais après il y a une évolution à ce niveau-là. Il y a d'autres protocoles qui ont été créés notamment pour échanger des messages entre les applications d'une manière asynchrone. Particulièrement, il y a le protocole AMQP qui a été développé pour ça. C'est-à-dire le protocole AMQP, il a été développé pour échanger des messages entre les applications d'une manière asynchrone. Il est fait pour la messagerie asynchrone entre les applications.
C'est pour cela qu'il est très performant. C'est-à-dire que ce protocole-là, si vous l'utilisez, c'est beaucoup mieux que si vous utilisez un modèle TCP classique. Pourquoi? Parce que dans le modèle TCP classique, il est fait pour n'importe quel type de protocole. Mais ici, donc, vous êtes vraiment dans un cas qui est adapté pour ça. Alors, en fait, si vous utilisez un broker comme RabbitMQ, lui, il va utiliser donc généralement un MQP dans la base, mais également dans ActiveMQ, ActiveMQ, il supporte TCP, mais également il supporte ces protocoles. Mais uniquement dans ces dernières versions, depuis 2 années, que ActiveMQ donc, a intégré également ces protocoles pour travailler avec. Donc vous avez AMQP, qui consiste à échanger des messages sous forme d'un tableau d'octets entre les applications. Le message, c'est un tableau de bytes. Stamp, la même chose que AMQP, sauf que les messages échangés, c'est du texte. Donc c'est du texte. Et souvent, Stamp, il est utilisé par les applications côté front-end. Par exemple, une application web ou bien une application mobile. Si vous voulez créer une application de chat, ou bien vous voulez créer des applications qui permettent d'afficher les données en temps réel, vous pouvez utiliser une librairie qui s'appelle Stamp.js. Et dans Stamp.js, vous pouvez faire la même chose, subscribe, pour souscrire un abonnement vers une file d'attente de type queue ou bien topic, mais également vous pouvez faire send avec Stamp, vous pouvez envoyer des messages vers le broker. En principe, Stamp, c'est pour plutôt échanger du texte. Et c'est fait pour les applications front-end, souvent dans la majorité des cas. Et après, pour les applications IoT, donc vous le savez, donc on va utiliser MQTT qui lui-même qui est basé comme AMQP, sauf que les messages sont optimisés, notamment pour une utilisation dans les systèmes embarqués, notamment pour les applications de IoT. Alors, il faut juste noter que ActiveMQ, il supporte tous ces protocoles. Ça veut dire ici, au lieu d'utiliser TCP, vous pouvez utiliser MQTT ou bien vous pouvez utiliser Stamp ou AMQP. Alors, une fois que vous créez un objet ActiveMQ, plutôt Connection Factory, on va utiliser ConnectionFactory.createConnection pour créer une connexion. N'est-ce pas? Alors, Connection Factory, c'est une fabrique d'objets connection. Donc, ce qui va permettre d'établir une connexion vers le broker. Et après, vous démarrez la connexion avec Start. Et après, à partir de la connexion, on va créer une session. Avec notamment Connection.createSession. Alors, quand vous créez une session, vous allez spécifier 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est un booléen qui indique si la session est transactionnelle ou non. Alors, si vous mettez true, ça veut dire que la session elle est transactionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous mettez par exemple producer.send, le message il n'est pas envoyé vers le broker. Il attend toujours que vous fassiez appel à commit. C'est-à-dire qu'à la fin, tant que vous n'avez pas fait commit, les messages ne vont pas être envoyés. Alors que si vous mettez false, ça veut dire que la session n'est pas transactionnelle. Ça veut dire à chaque fois que vous appelez la méthode send, le message il est envoyé. Donc on n'a pas besoin d'attendre un commit pour ça. Le deuxième paramètre, c'est l'accusé de réception. Quel type d'accusé de réception que vous voulez utiliser? Alors ici, donc, si vous voulez garder l'accusé de réception qui est par défaut, automatique, donc vous utilisez donc auto acknowledge, donc ce qui vous donne, comme je disais, à chaque fois que le consommateur consomme le message, automatiquement, il envoie un accusé de réception au broker pour dire voilà le message qui est consommé. Le broker va supprimer le message et le broker va également envoyer un accusé de réception pour le producteur. Tu peux la laisser la faille. C'est bon? Donc pour alerter, puis bien sûr pour envoyer le message pour le producteur. Alors après, maintenant, une fois que vous avez créé donc l'objet session, maintenant on a besoin d'une destination. Avec session.create, soit topic, soit si vous mettez create topic, donc vous créez un objet de type topic. Tiens, je reviens d'abord pour vous montrer c'est quoi la différence entre le modèle topic et queue. Alors, quand vous avez une file d'attente de type queue, si vous avez plusieurs consommateurs qui sont connectés à la même file d'attente de type queue, c'est-à-dire vous avez plusieurs consommateurs qui ont fait un subscribe vers la même file d'attente de type queue, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Quand un message est envoyé
par le producer, Le premier qui va. il y a un seul qui va consommer le message. Bon, le message, il est consommé par plutôt un consommateur. Et s'il y a un prochain message, il va être délivré au prochain consommateur. C'est-à-dire, il utilise un système de round robin qui va permettre de distribuer les messages d'une manière équilibrée. Ça peut être très utile si, par exemple, vous voulez distribuer des tâches pour faire un traitement distribué. Par exemple, la première tâche, il va être délivré à une machine qui va la traiter. La prochaine tâche, le prochain message, il va être traité par une autre machine. C'est-à-dire, vous avez plusieurs applications distribuées qui vont partager les tâches pour pouvoir, si vous voulez, distribuer les tâches. Donc, ça peut être utile. Donc, ici, ça c'est le queue. Alors, avec le modèle queue, vous avez un protocole point à point. Point à point, ça veut dire quoi? One-to-one. Une application qui envoie un message à une autre application. Alors que si vous utilisez le modèle topic, une file d'attente de type topic, dans le cas où vous avez plusieurs consommateurs qui sont connectés vers la file d'attente, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a un message qui arrive, il est diffusé pour tous les consommateurs. C'est-à-dire, on va leur envoyer le message et dans ce cas-là, tous les consommateurs vont pouvoir recevoir le message. Alors, ça veut dire qu'avec le modèle topic, vous pouvez utiliser plutôt un modèle de type plutôt one-to-many, c'est-à-dire une application qui envoie le message à plusieurs applications. Alors après, par la suite, le consommateur, lui, il peut par exemple, quand il fait un subscribe, il peut par exemple spécifier des critères. Je peux par exemple faire un subscribe et je vais dire que je ne veux recevoir que les messages qui contiennent une propriété qui s'appelle quantité dont la valeur est supérieure à 500. Donc c'est-à-dire, je suis dans le même topic, mais je ne vais recevoir que les messages avec un critère précis. Et dans ce cas-là, on peut par exemple attribuer donc des clés à chaque subscribe. Et du coup, donc, quand il y a un message qui arrive, il ne va être délivré que pour les consommateurs qui ont souscrit un abonnement qui répond bien sûr à ces critères. C'est bon? C'est ça la différence entre queue et topic. Vous suivez? Bien. Alors maintenant, je reviens à mon code. Donc ici, donc, je vais créer un objet de type voilà, create topic. Et après, je vais créer un message producer. Avec session.createProducer, je spécifie la destination. Et après, je vais maintenant envoyer le message. Mais avant d'envoyer le message, si vous vous rappelez tout à l'heure, je disais que le broker n'a pas le droit de garder les messages. Une fois que le message est consommé, il va le supprimer. Alors maintenant, dans le producer, vous avez le droit de spécifier est-ce que vous voulez que le message soit persistant ou non. Alors si vous mettez par exemple producer.set delivery mode, vous mettez persistant, ça veut dire que vous êtes en train de dire au broker, ce message-là, tu peux le persister. Alors le broker, il utilise sa propre base de données pour garder les messages. Donc c'est-à-dire, alors par défaut, si vous ne faites rien, les messages ne sont pas persistants. Ça veut dire que c'est le client du broker qui commande. C'est lui qui va lui dire, tu peux garder une copie. C'est comme si vous envoyez votre courrier à la poste et vous leur dites, s'il vous plaît, vous pouvez garder une photocopie de cette lettre, si jamais. N'est-ce pas? Mais généralement, comme je disais dans l'approche par défaut, donc une fois que le message est délivré, donc il n'est pas persistant. Mais il y a une possibilité de rendre les messages persistants si vous le souhaitez. C'est une information qu'on peut écrire dans le message lui-même. Alors après, on va créer le message. Alors pour créer le message, donc session.createMessage, on va spécifier le message. Et le message, ici, donc j'ai choisi un text message, c'est-à-dire c'est un message qui contient que du texte. Mais sachez qu'il existe d'autres types de messages dans GMS. Il y a text message qui contient que du texte, byte message qui contient un tableau d'octet, c'est des bytes, c'est des données binaires. Map message qui permet d'envoyer un message qui contient une collection de type map clé valeur, key value store, c'est-à-dire c'est des informations de type clé valeur. Vous avez object message, c'est pratique pour les applications uniquement Java, pour envoyer un objet et pour lequel on fait la sérialisation binaire.
Par exemple, dans un message, vous pouvez mettre un objet de type personne ou un objet quelconque. C'est vraiment, c'est fait partie ça fait partie du GMS, mais généralement, c'est pas assez pratique. Pourquoi? Parce que souvent, on va préférer plutôt, quand on veut envoyer un objet, on préfère le sérialiser en format JSON, par exemple, et envoyer les informations en format JSON. Comme ça, on va faciliter l'interopérabilité avec les autres applications. Parce que vous pouvez bien utiliser une application .NET qui utilise comme consommateur de ActiveMQ. Et dans ce cas-là, quand vous recevez un objet, c'est pas pratique de recevoir un objet Java binaire. Parce que ça ne sert à rien pour une application .NET, par exemple, C#. Mais par contre, si vous recevez un objet sérialisé en format XML ou bien JSON, on peut le désérialiser et on peut récupérer les informations. Alors, il y a également Stream Message qui est utilisé généralement quand on veut envoyer des données en format stream, en format streaming par exemple. Vous voulez envoyer un fichier audio ou bien une vidéo. Vous savez que si vous voulez envoyer une vidéo, c'est pas pratique de la mettre dans un message de type byte message. Pourquoi? Parce que si vous voulez la mettre dans un byte message, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez le contenu de la vidéo, il faut la lire déjà dans sa totalité. Il faut stocker tout ça on le convertit en un tableau d'octet. On va mettre toutes les données dans le message de type byte message. C'est déjà trop lourd. Et après, on va embarquer ce message, on va l'envoyer vers le broker. C'est trop lourd. Et après, le broker, il va délivrer le message sous forme d'un bloc vers le consommateur. Et le consommateur, quand il reçoit le message, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à lire le contenu de la vidéo. C'est pas pratique. Alors, pour le cas des vidéos, on va utiliser Stream Message. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez Stream Message? Vous mettez votre vidéo, mais quand vous envoyez le message, le message il est envoyé sans la vidéo. Mais une fois que le message arrive vers le consommateur, c'est à ce moment-là que le producteur commence à envoyer les données de la vidéo en streaming. Et au fur et à mesure qu'il envoie les données, le consommateur va recevoir ces données. Donc, c'est-à-dire c'est de la consommation en streaming. Donc, ça peut être utile dans un certain nombre de situations. Il faut juste, si vous êtes dans le streaming vidéo, c'est pas GMS qui est utilisé. Il y a des protocoles qui sont faits pour ça. Et d'ailleurs, quand vous faites du streaming vidéo, donc souvent on bascule le protocole TCP vers UDP. C'est-à-dire, si vous êtes dans le cas du streaming vidéo, il vaudrait mieux basculer vers un autre protocole. Mais plutôt, donc, dans la majorité des cas, quand vous travaillez avec GMS, vous trouverez soit text message ou bien byte message. Alors, si vous voulez échanger souvent des données, mais sachez que dans l'API GMS, il prévoit donc ces différents types de messages. Alors en tout cas, donc vous avez text message, c'est session.create text message. Vous mettez le texte et après vous envoyez le message avec producer.send. Donc le message il est envoyé vers le broker. Alors ça c'est ce qui concerne à la fin. Donc si vous voulez fermer la connexion, c'est plutôt donc la session.close et connection.close. Alors pour le consumer, maintenant comment consommer le message? Alors c'est pareil. Vous créez un objet connection factory, vous créez une connexion, ensuite vous créez une session, vous créez une destination. Vous voyez donc ici vous spécifiez quel fil d'attente que vous allez utiliser. Et après vous créez un objet message consumer, vous démarrez d'abord la connexion et après vous allez consommer. Alors pour consommer, vous aurez besoin, si vous voulez faire la consommation d'une manière asynchrone, ce qui est assez pratique, vous créez un listener GMS. Alors le listener GMS, pour le créer, vous allez utiliser consumer.setMessageListener et vous créez un objet de l'interface MessageListener. Ce qui va vous obliger de redéfinir une méthode qui s'appelle onMessage. Alors onMessage, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit un objet de type message. Alors tous les types de messages implémentent l'interface message. Donc, c'est-à-dire que message, ça peut être un text message, ça peut être byte message, ça peut être map message, etc. Donc, c'est pour cela que souvent, pour faire un cast, vous avez besoin de faire un test. If, par exemple, message instance of text message, c'est un text message, je fais un cast vers text message et après, je peux utiliser donc getText pour récupérer le contenu du message. Mais sachez que dans un message, il n'y a pas que le payload, il n'y a pas que le corps. Mais il y a des entêtes, il y a les headers. Après, vous avez plein de méthodes que vous pouvez utiliser. Par exemple, dans le header,
on envoie dans le message GMS, on envoie plein d'informations, par exemple la date par exemple du message, le ID du message. On envoie des en-têtes qui indiquent par exemple est-ce que vous voulez que le message soit persistant ou non. On envoie plein d'informations, combien de temps il peut rester dans la file d'attente, le time out. Donc il y a plein d'informations qui sont envoyées par l'API GMS par défaut. Il y a des valeurs par défaut, mais on peut bien sûr paramétrer tous ces paramètres. Alors une fois que le message est traité, comme je disais, vous n'avez pas besoin d'envoyer un accusé de réception. Bon, automatiquement, il y a un accusé qui est envoyé vers le broker. Le broker supprime le message et le producer il est informé comme quoi le message a été consommé. Alors maintenant, si vous voulez utiliser donc ActiveMQ, vous pouvez télécharger, il est gratuit, open source, donc c'est dans le site de Apache ActiveMQ. Vous pouvez le télécharger. Une fois téléchargé, c'est un fichier .zip, vous faites l'extraction et directement vous allez vers le dossier bin et vous appelez ActiveMQ Start. Ça permet de démarrer ActiveMQ sur console. Alors si vous regardez les messages qui sont affichés à ce niveau-là, peut-être on peut voir des choses. Vous voyez ici par exemple, je vois que ActiveMQ il a démarré des connecteurs. Il y a le connecteur TCP qui est à l'écoute sur le port 61616. Il y a le protocole AMQP qui utilise le port 5672. Il y a également Stamp et également il y a MQTT qui n'est pas affiché ici. Donc ça veut dire que par défaut vous pouvez utiliser donc différents types de protocoles. Alors quand vous démarrez ActiveMQ, ActiveMQ dispose d'une interface de web, d'administration, mais également une interface de monitoring qui est très simple. Il vous offre quelques moyens, par exemple, vous pouvez consulter la liste des files d'attente qui sont là, vous pouvez voir le nombre de messages consommés, le nombre de messages qui ont transité, etc. Donc ça c'est des choses que vous pouvez voir. Mais également, vous avez par exemple un formulaire qui vous permet d'envoyer un message. Vous spécifiez le nom de la destination, vous écrivez donc votre message, vous l'envoyez. Ça permet de tester parfois vos applications s'ils arrivent à recevoir le message. Mais généralement, les outils open source, d'une manière générale, offrent des interfaces d'administration qui sont très basiques. Mais si vous voulez une interface de monitoring qui est très complexe, qui est complète, souvent il faut les acheter. C'est des applications qui sont développées forcément pour les entreprises qui en ont besoin. Mais l'utilisation de cette interface-là n'est pas nécessaire parce que le plus important pour un broker, c'est comment échanger les messages. Mais quand même, si vous voulez faire du monitoring du cluster de brokers, alors il faut plutôt faire appel à une autre interface. C'est clair? Alors maintenant, si vous ne voulez pas utiliser un broker externe, vous avez la possibilité de créer un broker interne, un broker embarqué dans une application Java. Alors si vous voulez démarrer un broker ActiveMQ dans une application Java, ben c'est très simple, il suffit de créer un objet New Broker Service et après vous ajoutez les connecteurs que vous voulez. Vous dites je vais ajouter le connecteur TCP qui va écouter sur toutes les interfaces, c'est-à-dire toutes les adresses IP de la machine, puisqu'il se peut que votre serveur dispose de plusieurs interfaces réseau, plusieurs adresses IP. Et dans ce cas-là, toutes les connexions qui arrivent à partir de n'importe quelle adresse IP, donc en principe, il peut l'accepter. Vous spécifiez le port. Et après, vous mettez broker.start. Alors, vous voyez donc ici, en principe, vous arrivez à démarrer votre broker. Mais également, vous pouvez le configurer. Broker. Par exemple, set persistent, si vous mettez false, ça veut dire que vous indiquez au broker je désactive la persistance des messages. Alors en fait, le broker, comme je disais, il a la possibilité de rendre les messages persistants dans une base de données qu'il utilise. Alors le système de persistance de ActiveMQ s'appelle KADB. Alors vous allez voir d'ailleurs dans les dépendances, vous avez ActiveMQ Broker et vous avez plutôt KADB Store. C'est une base de données de type Key Value Store qui est utilisée pour pouvoir stocker
les données qui concernent ActiveMQ. Voilà les deux dépendances que vous allez utiliser si vous voulez créer un broker embarqué. Mais attention, quand vous utilisez un broker embarqué, il n'y a pas de scalabilité. C'est-à-dire quoi? Parce que si vous voulez utiliser un broker qui est scalable, forcément vous allez utiliser un cluster. C'est-à-dire vous avez besoin de démarrer. Tout à l'heure, je vous ai montré comment démarrer un nœud d'ActiveMQ. Mais en réalité, vous pouvez démarrer plusieurs instances de ActiveMQ dans des machines différentes sous forme d'un cluster. Et du coup, donc, vous avez un système qui est scalable horizontalement. C'est-à-dire, quand il y a un problème de performance, vous ajoutez d'autres nœuds et après, ça va libérer, ça va rendre le système plus performant. Mais quand vous utilisez des systèmes embarqués, c'est pour des petites applications qui permettent d'échanger des messages pour un besoin particulier pour l'application. Donc ça c'est pour le broker embarqué. Alors on vient de voir donc avec Java, dans une simple application Java, comment créer un producer, un consumer. Maintenant si vous travaillez avec Spring ou bien EJB par exemple, dans le cas de les spécifications J2E, alors si vous travaillez avec Spring, donc vous n'avez pas besoin d'écrire tout ce code pour envoyer et recevoir des messages. Bon, avec Spring, c'est très simple. Et il suffit dans une classe, une classe qui utilise component ou bien service, tout simplement de créer une méthode, mais qui va être annotée GMS listener. Vous avez une méthode qui s'appelle receive, qui utilise la notation GMS listener. Alors quand vous utilisez la notation GMS listener, ça veut dire que Spring, il va mettre en place un listener GMS. Alors vous pouvez imaginer ce qu'il fait. Il va créer donc tout ce qui est connection factory, connection, consumer, bien sûr la session, consumer, et après il fait subscribe. Il va faire un subscribe vers quoi? Vers une file d'attente qui s'appelle simple.queue, par exemple ici. Et dès qu'il y a un message qui arrive dans cette file d'attente, cette méthode elle est appelée automatiquement. Et je peux récupérer mon message. Alors si je déclare un message de type un tableau de bytes, donc c'est-à-dire quel que soit le type de message, je le reçois. Et après, par la suite, par exemple, si je sais que le message c'est du texte, je peux utiliser donc newString et je lui donne le tableau de bytes et je lui indique juste comme quoi le texte il est au format UTF-8, ce qui permet de restituer donc le texte de votre message. Et après, donc, vous avez le message et vous pouvez le traiter. Supposons que le message contient par exemple des données de type JSON. Par exemple, il contient des informations sur un étudiant. Alors si vous voulez récupérer donc l'objet étudiant, l'objet par exemple Java, vous pouvez utiliser donc Jackson, la librairie Jackson qui consiste à créer un objet de type object-mapper. Et après vous mettez object-mapper.readValue. Vous lui donnez donc le message qui est en format texte, qui est des données de JSON. Et après il va vous désérialiser un objet étudiant. Donc c'est-à-dire je récupère un objet étudiant et après je peux afficher étudiant.getNom, .getPrénom, etc. Et à la fin, par exemple, cet exemple-là, qu'est-ce qu'il fait? Il met un listener GMS, il écoute, il attend qu'un message qui contient un étudiant arrive. Par exemple, une inscription d'un étudiant qui arrive. Et dès qu'il la reçoit, il va utiliser étudiant repository.save, c'est pour enregistrer dans la base de données l'étudiant. Donc c'est un listener GMS qui écoute. C'est pas du HTTP. Parce que d'habitude, on fait un REST controller, n'est-ce pas? Avec REST controller, j'attends des requêtes HTTP. Mais ici, avec un GMS listener, j'attends un message GMS. Et quand le message GMS arrive, je le traite. Je peux faire des calculs, je peux envoyer un autre message, je peux stocker dans la base de données, etc. En tout cas, ce qu'il faut noter là, donc, pour créer un listener GMS dans Spring, vous utilisez GMS listener. Alors, pour ceux qui travaillent avec EJB, donc la spécification J2E, il y a un type de JB qui s'appelle MDB, c'est-à-dire Message Driven Bin, qui est exactement comme ça, c'est-à-dire qui consiste à créer un listener GMS. Un MDB, c'est un listener GMS, c'est un écouteur GMS qui va faire un subscribe vers une file d'attente dans un broker GMS et qui attend la réception d'un message d'une manière asynchrone. Alors si vous voulez envoyer un message, vous voulez faire un send, vous utilisez une interface qui s'appelle GMS Template. Il suffit donc de l'injecter, parce que par défaut vous avez une implémentation de GMS Template qui est
instancié au démarrage. Et après, une fois que vous l'avez, vous utilisez gms-template.convert and send. Vous envoyez vers le nom de la file d'attente, c'est-à-dire la destination, et vous mettez le message. Alors maintenant, message topic, c'est quoi? C'est un objet de type topic, mais cet objet de type topic, il faut le créer, il faut spécifier quelle file d'attente. Alors pour pouvoir le créer une seule fois dans l'application, vous pouvez le faire dans une classe de configuration. Par exemple, dans cette classe de configuration, au départ, je crée un objet de type queue avec new ActiveMQ queue. Dans le nom de la file d'attente s'appelle scolarity.queue. Et je crée également un objet de type topic. Dans le nom de la file d'attente, c'est message topic. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'application, à chaque fois que je vais injecter un objet de type topic, ici, l'objet topic, ça concerne quoi? Ça concerne message.topic. Si vous injectez un objet de type queue, ça va concerner ça. Ça va concerner scolarity.queue. C'est clair? Alors voilà donc une idée sur comment ça marche GMS globalement. C'est un résumé. Je vais vous envoyer un support de cours sur la partie GMS qui contient quelques exemples d'applications. Une simple application Java, une application de chat, donc c'est assez pratique de voir comment créer une application de chat par exemple comme ça, avec GMS. Mais également, vous avez comment créer un microservice avec Spring mais qui utilise un listener GMS et comment envoyer les messages via GMS. Donc ça c'est la partie pratique que vous pouvez voir dans des démonstrations vidéo que je vais vous envoyer bien sûr. Alors maintenant, à part GMS, maintenant GMS c'est un modèle qui est très ancien. Mais après GMS, il y avait d'autres solutions qui sont beaucoup plus performantes, particulièrement après il y a notamment RabbitMQ, ActiveMQ, plutôt AMQP qui est utilisé avec les protocoles également et MQTT, Stamp, donc c'est des protocoles qui ont apporté beaucoup de valeur ajoutée. Et après par la suite il y a Kafka. Alors Kafka il est venu vraiment avec un modèle qui est beaucoup plus performant, mais plutôt qui est adapté pour les applications dans une problématique de big data. C'est-à-dire quand on est dans un contexte où on reçoit une grande quantité de messages, et avec des critères de persistance qui sont énormes et avec une vitesse de consommation qui respecte un certain nombre de critères, bon, Kafka, il est là pour ça. Mais avant de vous expliquer Kafka, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'architecture de cet écosystème, je reviens d'abord vers le modèle GMS. Alors, dans le modèle GMS, regardez bien. Supposons que j'ai un consumer qui fait un subscribe vers une file d'attente. Ça veut dire qu'il attend que des messages arrivent vers la file d'attente. Vous avez des producers qui vont envoyer par exemple 1000 messages par seconde. 1000 messages par seconde, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Alors, si vous envoyez 1000 messages par seconde, ça veut dire que le consommateur il va recevoir combien de messages? 1000 messages par seconde. Chaque message qui arrive, il est poussé vers le consommateur. Ça veut dire que le consommateur, lui, il va être submergé avec la réception des messages. Donc si le consommateur n'a pas beaucoup de ressources pour traiter tous ces messages-là, eh bien, tout simplement, il va être débordé. N'est-ce pas? Alors si vous voulez avoir un exemple, une illustration, vous pouvez dire que par exemple le broker c'est quoi? C'est un château d'eau par exemple, qui est là pour recevoir à travers des canalisations, des sources, c'est-à-dire de l'eau, n'est-ce pas? Et après par la suite le consommateur, dès qu'il y a un consommateur, il y a une canalisation qui va lui permettre c'est-à-dire de lui transmettre bien sûr de l'eau. Et avec ce modèle GMS, le consommateur n'a pas le moyen de régler le débit. C'est-à-dire le débit qui est envoyé vers le consommateur, il est fixé par le broker. C'est-à-dire c'est le broker qui pousse les messages. Donc ça veut dire que si vous voulez, le consommateur, il n'a pas de robinet avec lequel il peut régler le débit avec lequel il souhaite recevoir les messages. N'est-ce pas? Alors justement, Kafka, lui, il est venu pour un modèle qui règle ce problème.
Alors avec le modèle Kafka, eh bien, tout simplement le consommateur, lui, au lieu c'est-à-dire de subir la charge des messages qui est poussé par le broker, c'est le consommateur qui va faire ce qu'on appelle un pool. C'est lui qui va demander, c'est-à-dire la quantité de messages qu'il veut lire, et une fois qu'il les traite, il peut en demander encore plus. Alors autrement dit, c'est comme si vous avez avec le modèle Kafka, le consumer, il a un robinet, il va l'ouvrir pendant 1 minute, par exemple 1 seconde, il prend une quantité de messages, il ferme, il traite d'abord, il ouvre encore 1 seconde, il récupère la quantité de messages, il les traite, il ferme, ainsi de suite. Alors ça, Kafka, il vient avec ce modèle. Et dans ce cas-là, du moment que en fait, les consommateurs peuvent régler ce qu'on appelle la pression de réception de messages, et bien tout simplement, ça veut dire que le broker, lui, il va être envahi par les messages. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est le broker qui va avoir une grande capacité de conserver les messages et de garantir que les messages ne vont pas être perdus. Alors, Kafka, justement, il permet de faire ça. Alors, je vais vous présenter juste l'essentiel de Kafka, sachant que la prochaine fois, donc, on aura l'occasion donc de rentrer dans les détails. Alors, d'abord, Kafka, c'est quoi? Kafka, ce n'est pas uniquement des brokers. Alors, Kafka, c'est tout un écosystème qui apporte beaucoup de choses. Il y a principalement 3 choses qui sont permises par Kafka. D'abord, il offre aux applications la possibilité de publier, de s'abonner à des flux d'enregistrement. C'est-à-dire, on est toujours dans le modèle PubSub, c'est-à-dire Publish, Subscribe. Exactement comme le cas de GMS qu'on vient de voir, ActiveMQ ou bien RabbitMQ. Ça veut dire que Kafka, d'abord, il offre des brokers, un broker ou bien un cluster de brokers qui peuvent être utilisés pour échanger des messages entre des applications distribuées. Alors, ça c'est la première des choses. Deuxième, c'est qu'il permet de stocker les flux d'enregistrement de manière durable et tolérante aux pannes. Ça veut dire que si vous avez par exemple des applications où vous avez beaucoup de messages à envoyer, par exemple les applications de IoT, par exemple, Internet des objets, vous avez des capteurs partout qui commencent à envoyer des messages. Et après, tous ces messages-là, on peut les envoyer vers un cluster Kafka. Et le cluster Kafka a des moyens qui lui permettent d'enregistrer tout ce flux d'enregistrement d'une manière durable et tolérante aux pannes. Alors, il utilise un système de stockage qui est adapté pour c'est-à-dire le contexte du big data. Alors, si le système de stockage de Kafka n'est pas suffisant, ben, il peut utiliser des connecteurs. En fait, Kafka utilise des connecteurs qui lui permettent d'utiliser d'autres systèmes de stockage. Par exemple, il peut refouler les données vers MongoDB ou Cassandra ou un système de fichiers HDFS, etc. Donc, c'est-à-dire, il dispose d'une API de connectors qui lui permettent d'utiliser donc les autres systèmes de stockage. C'est bon? Le troisième, qui est également très important, alors Kafka offre une API, ce qu'on appelle de stream processing, ou plutôt donc real-time stream processing, c'est-à-dire de traitement temps réel. Alors vous savez que quand vous êtes dans le cas de traitement de données, notamment dans le big data, vous savez en big data vous avez 2 choses. Il y a le stockage. Comment stocker d'abord une grande quantité de données? Et là, il y a des solutions comme HDFS qui offrent une solution, une manière avec laquelle on peut stocker des pétaoctets plus des pétaoctets de données d'une manière distribuée sur plusieurs nœuds, avec un système qui est tolérant aux pannes, etc., puissant. Ou également, on peut utiliser des SGBD non SQL comme MongoDB, Cassandra et d'autres SGBD qui permettent de stocker les données. Donc, il y a des solutions de stockage. Mais à part les solutions de stockage, il y a le traitement. Alors, comment effectuer les traitements des données? Alors, pour effectuer des traitements de données, il y a ce qu'on appelle batch processing et stream processing. Alors, dans batch processing, qu'est-ce que vous avez? Batch processing, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va traiter un ensemble de données qui ont été déjà préalablement stockées. Ça veut dire je suis en train de traiter les données qui ont été cumulées la semaine dernière. Ou tout simplement la fin du mois, je vais traiter les données de l'ensemble des consommations effectuées pendant tout le mois.
pour élaborer les factures, par exemple, ou bien des statistiques, etc. Alors, quand vous êtes en train de traiter des données d'une période précédente, vous êtes plutôt dans l'approche batch processing. Alors, pour faire du batch processing, il y a des frameworks qui sont utilisés. Historiquement, il y a Spring Batch qui est connu, avec lequel on fait du batch processing. Mais quand vous êtes dans l'écosystème du big data, donc il y a MapReduce au départ, qui fait du batch processing, c'est-à-dire traitement distribué, mais d'une manière batch si vous voulez. Mais sauf qu'après, il y a mieux que MapReduce, notamment il y a Spark, qui est plus performant, qui fait du batch processing. Plutôt, Spark, il peut même faire ce qu'on appelle des micro-batch, c'est-à-dire faire du batch processing pour des délais qui sont très courts de réception de données. Et après, vous avez donc le stream processing. Alors, ça veut dire quoi stream processing? Ça veut dire vous êtes en train de traiter les données au fur et à mesure qu'ils arrivent. Alors, quand vous êtes, par exemple, dans une bourse, par exemple, dans une institution financière comme la bourse, vous avez l'application, elle reçoit beaucoup de flux de données partout, beaucoup d'indicateurs. On va recevoir du flux de données qui arrivent chaque seconde, il y a plein d'informations qui arrivent. Donc on a besoin de faire les traitements de ces données-là au fur et à mesure qu'ils arrivent pour prendre des décisions en temps réel. Par exemple, pour décider en temps réel, est-ce que je vais vendre ou bien je vais acheter telle action, etc. Alors pour pouvoir faire ce genre de décision, on ne peut pas faire du batch processing. Parce que si vous faites du batch processing, c'est trop tard. Parce qu'il faut prendre la décision le bon moment. Parce que les actions, ils augmentent, ils descendent. Donc, il faut prendre la décision où vous avez la probabilité que l'action augmente, elle est plus importante. Donc, c'est là où il faut vendre. Mais pour faire ce genre de calcul, vous avez besoin de faire du stream processing. Et Kafka offre une API de stream processing qui permet de faire du traitement temps réel. Alors, si vous voulez juste, avant de rentrer dans ces détails, si vous voulez comprendre un peu la différence entre batch processing et stream processing, je reviens à ce que vous connaissez, le langage SQL, n'est-ce pas? Alors, quand vous utilisez une requête SQL, par exemple de type select, count, entre parenthèses étoiles, from une table, et après vous dites group by, having, avec des critères, n'est-ce pas? C'est que vous êtes en train de, ou bien vous, au lieu de count, vous mettez sum, etc. La somme d'un ensemble groupé, etc. Alors ça, vous faites du data analytics, c'est-à-dire parce que vous êtes en train de calculer des indicateurs de prise de décision. Vous voulez calculer par exemple le nombre de ventes par secteur, etc. Alors tout ça, c'est des informations qui sont très utiles pour prendre par exemple des décisions. Alors sauf que quand vous utilisez SQL, c'est quoi ça? C'est du batch processing. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de calculer à partir des données qui ont été déjà stockées préalablement. Alors maintenant, quand vous êtes dans le stream processing avec Kafka Stream, vous pouvez faire pareil. Mais sauf que vous avez des données qui arrivent en temps réel. Et avec Kafka Stream, vous pouvez faire des choses comme par exemple, vous mettez votre stream qui est un stream qui arrive d'un broker généralement Kafka. Et après, vous mettez stream.map. Par exemple, filtre. Vous pouvez filtrer les enregistrements qui vous intéressent par critère. Point filter. Point group by. Point count. Vous voyez? Donc avec Kafka Stream, vous faites des trucs comme ça. Stream.map.groupby.count. Alors ça veut dire que au fur et à mesure que les données arrivent, vous êtes en train de calculer des indicateurs. On ne va pas attendre jusqu'à ce que toutes les données de la journée soient là pour faire le calcul. Donc en temps réel, je vois une courbe qui me montre que les ventes sont en train d'augmenter, sont en train de descendre, etc. Alors ça, c'est du stream processing. Avec Kafka Streams, on peut faire facilement ce genre de choses. Alors juste, parce qu'en fait, aujourd'hui, donc, je vais juste vous donner quelques flashs sur la partie de Kafka. Alors, il faut juste noter que dans l'architecture de Kafka, qu'est-ce que vous avez? Vous allez démarrer un cluster Kafka. Un cluster Kafka, c'est un ensemble de brokers que vous allez démarrer dans des machines différentes. C'est tout à fait normal. Dans les systèmes distribués, les brokers, généralement, on n'utilise pas une seule instance. On va utiliser plusieurs instances.
Alors vous démarrez plusieurs brokers dans un cluster. Alors sauf que les brokers Kafka sont stateless. C'est pour répartir la charge. C'est pour répartir la charge. C'est-à-dire que tous les topics, les files d'attente que vous utilisez, les données ne sont pas stockées dans les mêmes brokers. Ils sont répartis, ils sont ce qu'on appelle partitionnés. Et chaque partition d'une file d'attente, d'un topic, il est distribué équitablement entre les brokers. Et en même temps, vous avez des systèmes de réplique. Par exemple, il y a une partition ici, mais il a une copie dans le broker 2. Si ce broker-là tombe en panne, automatiquement, on ne va pas perdre. Donc, c'est-à-dire, dans les systèmes distribués de haute performance, on n'a pas le droit de perdre une information. Donc, le seul moyen, c'est d'utiliser un cluster. OK? Donc, vous avez un cluster de brokers, mais sauf que les brokers Kafka sont de type stateless. Stateless, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vont pas garder en mémoire, par exemple, le tel consommateur, par exemple, a consommé tel message. Parce qu'en fait, quand le consommateur commence à consommer, il va pointer vers une partie du topic. C'est-à-dire qu'il ne peut pas savoir à quel moment donné, par exemple, le consommateur est arrivé à l'enregistrement numéro 100. Donc le broker ne va pas enregistrer ces informations. Alors pour pouvoir régler ces problèmes-là, on a besoin d'utiliser un cache mémoire partagé, soi-disant. Donc les brokers Kafka ont besoin d'utiliser Zookeeper. Alors Zookeeper, c'est un serveur qui est assez connu et qui permet de faire la coordination entre les différents nœuds du cluster. Il est utilisé pratiquement partout dans les outils du Big Data. Donc Zookeeper, il vous permet de créer soi-disant un cache mémoire partagé, une mémoire partagée, et qui va être utilisé pour faire la coordination entre les brokers. Mais également, il va être utilisé pour retenir des informations sur les consommateurs, pour les guider vers, par exemple, quelle partition qu'ils vont consommer, quel enregistrement qu'ils vont consommer. Mais également, Zookeeper, il peut informer les consommateurs, par exemple, à un moment donné, qu'il y a un nouveau broker qui va s'ajouter, ou bien il y a un autre broker qui va disparaître. Donc tout ça, la coordination entre les brokers d'une manière générale avec les producers et les consommateurs se fait via cet outil qui s'appelle Zookeeper. Alors c'est pour cela, si vous voulez démarrer un broker Kafka, il faut d'abord démarrer Zookeeper avant de démarrer le broker Kafka. Alors après, donc vous avez les producers. Donc les producers utilisent une API qui est Producer API, qui permet tout simplement de créer des messages et de les produire, de les envoyer vers le broker. Ces messages, ils vont être stockés dans ce qu'on appelle des topics. Et les topics, généralement, sont partitionnés. Ça veut dire que les données des topics sont distribuées en différentes partitions entre l'ensemble des brokers d'une manière équilibrée. Alors, vous avez les consommateurs qui vont utiliser donc Consumer API. C'est pour pouvoir consommer les messages. Mais il faut juste noter que dans Kafka, le producer, il utilise push pour pousser les messages, mais les consommateurs, il utilise un pull. Ce n'est pas le cas de GMS tout à l'heure, parce que GMS, qu'est-ce qui se passe? C'est le broker qui pousse les messages vers le consumer. Dès qu'il y a un message qui arrive, il le pousse vers le consommateur. Mais c'est le consumer qui fait un pull. C'est lui qui va vers le broker pour récupérer les messages. Donc, dans une boucle, par exemple, on peut chaque minute aller vers le broker pour récupérer une quantité de messages. On les traite, on va revenir, on les traite. Donc, c'est comme ça que les consommateurs Kafka sont créés. Et avec ça, donc, comme je disais tout à l'heure, ça nous permet de régler le débit avec lequel la vitesse avec laquelle on peut traiter les messages. Et après, donc, pour pouvoir stocker les données d'une manière persistante, vous avez Connector API qui est utilisé par Connector API. Il est utilisé d'abord pour connecter les brokers Kafka vers d'autres systèmes de gestion de bases de données, par exemple, soit pour récupérer des données ou tout simplement pour stocker des données. Et après, il faut noter que Kafka donc, fournit des API clientes avec différents langages. Vous pouvez utiliser du Java, C++, Node.js, JavaScript, .NET, PHP, Python, etc. Donc ça veut dire que pour les approches microservices, c'est l'idéal. Vous pouvez créer des microservices avec des langages différents et vous pouvez les faire communiquer sans aucun problème via le broker Kafka. Voilà, donc je vous ai donné aujourd'hui juste l'architecture. Alors la prochaine fois, donc j'aurai l'occasion de vous expliquer comment démarrer
comment démarrer plutôt un broker Kafka. Donc vous voyez, donc pour démarrer un broker Kafka, il faut d'abord démarrer Zookeeper. Une fois que vous démarrez Kafka Server Start pour démarrer le broker Kafka. Et après, par la suite, vous pouvez tester. Il y a des outils qui sont fournis dans Kafka, notamment Kafka Console Consumer et Kafka Console Producer. C'est pour tester l'envoi et la réception de messages dans un topic. Des outils pour créer des topics et de les configurer, les partitionner comme vous voulez. Et vous avez également comment démarrer un cluster Kafka. Donc soit manuellement, soit en utilisant Docker Compose. Donc avec Docker Compose, donc, vous avez un exemple de configuration qui vous permet de démarrer un cluster qui contient plusieurs nœuds de broker Kafka avec plusieurs nœuds de Zookeeper. Donc ça permet tout simplement avec une simple commande Docker Compose par exemple app, ça permet donc de démarrer tous les services du cluster. Et après, vous avez donc une application Java, comment créer un producer et comment créer un consumer. Alors la même chose pour créer un consumer, donc vous voyez ici, donc vous allez utiliser new Kafka consumer et après vous utilisez Kafka consumer.subscribe. Et quand vous faites subscribe, vous allez rentrer dans une boucle, on va lancer un thread qui va exécuter pour chaque minute, pour chaque seconde, parce que ici 1000 millisecondes. Pour chaque seconde, il va faire un pool. Chaque seconde, il va faire un pool pour récupérer les messages qui ont été cumulés depuis les 10 dernières millisecondes, par exemple. C'est des millisecondes, si vous voulez. Parce que ici, vous avez off millis. Je spécifie bien, c'est des millisecondes. Je récupère les messages, je les traite, et après, j'attends encore une seconde. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez régler donc, votre consommateur. C'est comme ça qu'on va le régler. Mais pour utiliser bien sûr Kafka Consumer, vous avez besoin d'ajouter un ensemble de propriétés qui permettent de spécifier où se trouve le broker Kafka et un ensemble d'informations que je ne vais pas détailler pour le moment et que vous allez voir dans une autre démonstration. Et comment créer un producer Java. La même chose, vous avez Kafka Producer. Une fois que vous avez Kafka Producer, vous trouverez ici producer.send. Et vous envoyez un message vers un topic. Alors dans Kafka, il n'y a pas de queue et topic, il y a tout simplement ce qu'on appelle les topics. Donc c'est principalement le seul type de fil d'attente qui est géré, c'est le topic. Et après ce topic, vous pouvez le configurer et vous pouvez utiliser donc plein de... Il y a des choses dont je n'ai pas parlé. C'est principalement, c'est que on peut... C'est-à-dire que les consumers, ils peuvent appartenir à un groupe. Quand vous démarrez plusieurs consommateurs qui appartiennent au même groupe, alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est que quand il y a un message qui arrive vers le topic, il est envoyé vers un consumer. Le prochain message, c'est vers l'autre consumer. C'est-à-dire, on est plutôt ici dans le modèle queue de GMS. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez reprendre le modèle queue de GMS, tout simplement, on va grouper plusieurs consommateurs dans un seul groupe et ça permet de résoudre ce problème. Et après, vous avez le code pour le cas de Spring. Alors, si vous travaillez avec Spring, la même chose, le principe est très simple. Si vous voulez envoyer un message, il suffit d'utiliser Kafka Template. Et vous l'injectez avec Hotwire par exemple, ou bien via le constructeur. Et après, vous utilisez Kafka Template.send. Vous spécifiez dans quel topic. Alors ici, le topic s'appelle test topic. Et après, vous mettez le message. Directement ici, vous êtes en train d'envoyer un message vers le broker Kafka. Mais où se trouve le broker Kafka? Dans le fichier application.properties, vous dites Kafka Producer Bootstrap Servers et vous spécifiez les différents serveurs des brokers. Et s'il y a un seul, mais s'il y en a plusieurs, vous pouvez les séparer par des espaces. Quand vous avez un cluster, vous pouvez séparer donc l'ensemble des instances du broker directement ici. Alors que si vous voulez consommer, vous utilisez donc Kafka Listener. Donc comme tout à l'heure on a utilisé GMS Listener, ici on va utiliser Kafka Listener. Par exemple dans un service, et vous avez une méthode onMessage qui reçoit directement
En fait, dans Kafka, les enregistrements manipulés, ils sont de type consumer record. Et chaque consumer record, c'est-à-dire chaque enregistrement, il a une clé et une valeur. Alors par exemple, si vous voulez récupérer la clé, vous mettez message.key. Pour la valeur, c'est message.value. Et c'est pareil, dans un message, dans un enregistrement, il y a des entêtes que vous pouvez utiliser. Voilà. Alors ça, c'est juste, on va dire, une première approche. Avec ça, vous avez une idée déjà comment utiliser donc GMS. Il y a forcément quelques TP qu'on va faire sur GMS. Et en même temps, les mêmes TP, on va les reproduire dans Kafka. Et comme ça, vous allez déjà faire la différence entre le modèle GMS et le modèle Kafka. Et après ça, donc, on aura l'occasion de travailler avec Kafka Streams pour faire du stream processing et surtout comment utiliser Kafka, notamment dans l'approche microservice. Comment faire fédérer les microservices en se basant sur Kafka. Donc ça, c'est quelques applications que nous allons essayer de faire par la suite. Voilà, alors on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc le temps qui reste, je ne sais pas combien de temps qui reste, encore 20 minutes. Donc je vais vous laisser le temps juste de revenir sur, reprendre le TP de la dernière fois pour voir si vous avez des problèmes, s'il y a des questions à poser. Donc je viendrai travailler avec vous ça. Ouais.